Ça va? C'est Béninois. On est des Nigériens. On est ici. Si vous allez voyager, nous on est là. Qui est ton patron? Qui est le patron? Il n'y a pas de patron ici. C'est ton argent qui est ton patron. Ouais, c'est ta poche qui est patron. Oui. Il ne faut pas écouter personne. Si tu as vu, toi tu vas voyager. Nous on est là pour ça. Ouais, si tu vas en Algérie, en Libye, nous on est là. On a la voiture. On va aller jusqu'à la maison. Là-bas même il y a tes frères là-bas à la maison. Tu vas voir, il y a des Burkinabés, Sénégalais, Maliens, Gambiens, tout. Ouais. Il faut appeler tes frères là. Il faut appeler tes frères. On a gagné. On va avec tes frères. Bon, nous ici, nous venons pour chercher des passagers qui vont aller sur la Libye. C'est ça notre travail. Donc c'est ça qu'on cherche. On n'arrive pas à les trouver nous seuls parce qu'il y a trop de gens. Donc c'est le seul travail qu'on a comme Agadez. C'est ça qu'on se débrouille. Pour avoir un passager aussi, il faut sensibiliser. C'est comme la guerre. Voilà. Tu amènes un passager à l'autogar, tu trouves quelque chose pour manger. Bien 10 000 francs. On est obligé de faire ce travail parce qu'on ne veut pas aller voler. Voilà. Tu as quelqu'un pour l'arracher l'argent. Tu amènes une personne à l'autogar, quelqu'un va venir leur prendre, les déposer dans les Sahara, là où il n'y a pas de l'eau, ils vont mourir, ils vont souffrir. C'est pour cela, on veut travailler, on ne veut pas travailler. Comme on n'a pas de travail, on est obligé de travailler comme ça. Puisqu'on sait que ce n'est pas un bon travail, vraiment. Il y a, dans 100%, peut-être il y a 40% qui réussit. Les 60%, elle échoue. Donc tu as vu ton frère, il va aller souffrir là. C'est pas bon. Qu'est-ce qu'ils font avec les passagers? Les policiers là. Ouais, dès que les policiers sont taxés. Avant c'est 1000 francs, maintenant chacun il va donner 10 000 francs. Si tu n'es pas ça, il ne faut pas te laisser partir. Parce que je sais que les gens là, ils vont partir clandestinement. Ils n'ont pas de visa. Donc tu es assuré, si on te dit l'argent tu vas donner. On sait que tu n'es pas venu ici pour travailler, tu vas voyager. Donc si on te dit l'argent, tu es obligé de donner, comme tu n'as pas de papier complet. Au moment même de partir en Europe, les migrants sont déjà des clandestins. Ils n'ont pas besoin de visa pour traverser le Niger, mais le passage en Libye se fait toujours en fraude. Kadhafi promet des emplois aux Africains sans jamais leur donner de papier. Le pick-up des rabatteurs a fait le plein de clients. Direction la gare routière. À peine arrivés à Agadez, les migrants doivent payer leur billet pour la Libye. Je vais planifier. Voici le document de voyage, même quand vous arrêtez. Vous avez des passeports? Non. Une carte. Une carte. On m'a dit de payer une somme de 11 000 francs. Et j'ai payé pour pouvoir passer. À la poste de police? Oui, à la poste de police. Qu'est-ce que tu veux faire alors? Tu veux aller jusqu'où? Je vais aller en Libye. Pour travailler? Oui, pour chercher de l'emploi. Et après, tu veux aller jusqu'en Europe ou tu veux rester en Libye? Bon, je ne sais pas s'il y a eu ce que je veux, je vais revenir. Quoi.
Donc ici, c'est le gros camion. Le gros camion, c'est à 35 000 francs. La petite voiture, ça peut coûter jusqu'à 150 000. Donc le nécessaire, c'est que vous allez payer un grand bidon, un petit bidon, plus des tasses de manioc, un paquet de lait. Et si tu as besoin de quelques biscuits aussi, ça sert pour la route. Ce qui est très important, chacun sur le bidon, il a son nom. Et tu ne peux pas donner à quelqu'un, même si c'est un cop de l'eau, parce que c'est le désert. Il ne faut pas t'amuser avec ton lot jusqu'à arriver à Durkou. See your ticket, how much you go put inside? What you the fear? Huh? Where the gallon? The gallon, why the big and the small, huh? You know back this one. Tu vas dans la voiture. But make you go outside, make you put them for motor, I won't go house. You hear me? Les nouveaux arrivants vont découvrir le ghetto des passeurs. Là-bas, d'autres migrants les attendent, cachés derrière les murs d'un foyer, jusqu'au jour du départ. Ils vont rester des semaines dans le ghetto. Le temps pour les passeurs de rassembler assez de voyageurs pour la traversée du désert. Je m'en fous des Français là. Je ne veux pas ça. Vous reposez là-bas. Il y a des places là-bas. Viens, je vais te donner là. Premier jour au ghetto. Je retrouve Oumarou, le jeune Ivoirien rencontré la veille. Et j'ai décidé de m'aventurer vers la Libye, derrière la carte. J'ai vu que bon, si je prends le cas à Ouaga, je descends à Niamey. De Niamey, je prends et descends à Agadez. Bon, d'Agadez, Durkou, et puis bon, après en frontière. Après, bon, je rentre. C'est trop? Si c'est trop, mais il faut risquer. Voilà. Et il faut forcer le destin. Il faut forcer. Il ne faut pas t'asseoir pour que le bonheur vienne te trouver. Il faut forcer. Avec Oumarou, il y a ces trois jeunes Burkinabés. Jacques, un orphelin de 19 ans. Foussaïni, 21 ans, un jeune marié parti chercher fortune. Et Saïba, 28 ans, il prend la route pour la deuxième fois. Ce sont les petits voitures qu'on appelle les Toyota. On a fait 3 jours. Avec le 21, l'autre jour, là, on a commencé à payer aussi pour rentrer. Il y avait combien de personnes avec toi? Non, le premier fois rentré, on était 37 dans les petites voitures là. On était 37. On a vu des cadavres, il y a des gens qui sont morts. Tout ça là. On a marché à pied jusqu'à une semaine. Puis on est arrivé. En Europe, on ne nous laisse pas rentrer facile aussi. Et puis nous n'avons pas moyen pour cesser leur visa. Puis si tu as moyen pour gagner visa là, c'est pas facile aussi. Donc c'est à cause de ça aussi, s'il est libéré comme on a dit, il faut que nous on s'affaisse pour aller là-bas. Les migrants se cotisent pour faire les courses. Ils cuisinent à tour de rôle. Ils forment un groupe solidaire, des compagnons de route qui partagent la même infortune. Tous motivés par la même évidence, l'aventure vaut la peine d'être tentée. Même s'ils laissent derrière eux leur famille, leur maison. Ce voyage est un exil forcé. Bon, je m'appelle Ousmane Touré, j'ai 29 ans. Avant de quitter la famille, bon, tout le monde était informé de mon voyage. Bon, d'autres aussi, comme ma mère, elle n'était pas contente de ce voyage-là. Bon, je ne suis pas d'une famille aisée. Je n'ai pas le billet d'avion d'aller en France. Bon, en tout cas, mon intention quand même, comme je suis dans un pays francophone, donc un jour j'aimerais être en France, comme j'ai beaucoup d'amis qui sont en France. Quelle qu'en soit la situation,
France, il n'y a pas de travail. Bon, c'est pas France seulement qui est dans la crise. Le monde entier est dans la crise. Donc en tout cas, mais les crises ne sont pas égales. Quel qu'en soit en France ou bien en Europe, leur situation, plus c'est difficile, mais c'est plus aussi mieux par rapport en Afrique. Nous, c'est la manière dont on pense. Notre pensée, c'est ça. Toutes les constructions, les belles maisons, les belles voitures, tous ces travaux-là, c'est fait par les aventuriers. Une belle maison, tu vois ça, tu te demandes, on dit, c'est un aventurier qui se trouve en France, ou bien il est en Italie, ou bien il est en Espagne. Donc tout ça, ça nous pousse à aller. Ousmane le Malien et les autres migrants ne se voient pas comme des clandestins. Ils sont aventuriers et fiers de l'être. L'aventure, c'est une leçon. Depuis le jour de départ, aller dans un voyage, donc nous on dit que c'est aventurier. Sur la route, ton destination, quand tu arrives, tout ce que tu vois sur la route, tout ça c'est de leçons pour toi. Maintenant, une fois arrivé, tu as l'argent, tu n'as pas l'argent, tu peux quand même expliquer ce que tu as vu. Parce que moi je suis marié, j'ai un enfant. Donc c'est pas facile de quitter sa famille, de quitter sa femme, de prendre quand même une aventure vraiment difficile comme ça. Le ghetto appartient à Mohamed Boss, le chef des passeurs. Toi, tu ne connais pas où travaille bien là. Il connaît le boss. Tirez. Il ne connaît pas. Il faut tirer moi ici. Boss, c'est un boucher. Moi, jamais dans ma vie, je ne connais pas boucher. J'achète bien. Ah, il faut faire. Les boss là, c'est les amis qui m'ont donné boss. Mais mon vrai nom, c'est Mohamed Abdelkader Issoufou Gali Madar. Je né le 23 janvier 1971 à 18h30 à Agadez. Voilà mon père à côté de moi. Son père est un vieux marabout qui n'y voit plus, mais qui écoute tout. Avant, je suis parti chercher travail en ville. Mais j'ai vu, ça c'est pas de métier. J'ai fait 2 ans avec un monsieur ghanéen. C'est avec lui que j'ai appris un peu les zigzags là. Lui, il fait les zigzags. Donc c'est avec lui encore que j'ai appris ce travail des immigrants. Les migrants font vivre la ville. Oui, c'est les migrants même. Quel travail il y en a? Même s'ils travaillent là, la Reva, les autres sociétés qui sont là, si tu es natif même d'Agadez, si tu déposes ton dossier là, on va rejeter, comme tu es d'Agadez. Si ton pays là, il y a travail, il y a des sociétés, il y a des jardins, il y a tout, tu vas rester dans ton pays travailler, chercher ta nourriture pour que tu nourrisses ta famille. Mais ils n'ont créé, ils n'ont rien créé en Afrique. S'ils ont créé, un Africain ne peut pas aller la Libye pour traverser aller en Europe. À faire des immigrés là, pendant des années, des siècles, c'est pas aujourd'hui. Des années. Encore tous mes parents, mon grand-père de ma mère, même lui il est un Karama. Apa kontak futa shikenan. Ah, aka kai shi aba hakuri. Aba kai hakuri da Allah. To shikenan na kwanta da hankali na kai hakuri da Allah. Da Allah kai hakuri. Mohamed Boss est l'héritier d'une longue histoire, celle des caravanes d'esclaves de son grand-père, qui empruntaient la même route que les migrants aujourd'hui. En Europe, Boss est considéré comme un trafiquant. Moi, les gens qui ont des ghettos ne sont pas des trafiquants. Toi, tu étais venu présenter dans mon ghetto. Qu'est-ce que j'ai né? Une vieille Peugeot des années 80. Je n'ai même pas 5 millions.
dans mon compte. Cash. Quelle mafia? Parce que moi, j'ai été un immigré. Donc, je connais valeur un immigré. Parce que j'ai été là-bas, dans d'autres pays, en Algérie, en Libye. J'ai vu jusqu'au Tchad, j'ai vu comment les immigrants vivent. Mohamed Boss joue des paradoxes. Un ancien migrant devenu patron de ghetto. Aujourd'hui, il a organisé un improbable match de foot. Ces migrants composent les équipes, les Maliens en violet, les Burkinabés en orange. Une bonne publicité pour son ghetto. Mali Burkina. Il faut bien jouer, il faut bien doucement. Il faut gagner encore. Le ghetto fait la fête. Une parenthèse enchantée. Mais le départ est pour bientôt. Cela fait 10 jours qu'Ousmane et les autres attendent de partir. J'en parle anglais. J'en parle anglais. Bambara Fousseni. Oui. Bambara Moussa Boaro. Kamara Sidi. Koulibaly Mamadou. À cet instant, il est trop tard pour faire demi-tour. Ils partent, même s'ils savent que l'Europe a fermé ses portes. Chaque fois tu vas dans un pays autrui, on te rapatrie, mais toujours tu es sur le même chemin. C'est la pauvreté qui fait tout ça. J'ai vu des parents, des frères qui sont rapatriés, la France, ils sont venus. Bon, quand même, jusqu'à présent, ils veulent encore repartir. Kana da rabon sai ka shiga. Mu kwamitan ma ba ma mun baka mutane ka tai ba. Ka za ka gane. Sirai. Ba za da ki hoto. Kai, amene le bidon. Attachez le bidon, à part magana. Faut aller amener le bidon. Chaque migrant emporte 35 litres d'eau. Le seul puits sur la route est à 500 km d'Agadez, le désert jusqu'au bout de la soif. Les aventuriers sont partis dans une tempête de sable. Des dizaines de camions se regroupent à la sortie d'Agadez. Ils profitent du convoi militaire qui traverse le désert une fois par semaine. Le Sahara est hors la loi. C'est la route de tous les trafics. C'est devenu la base arrière d'Aqmi, Al-Qaïda au Maghreb, qui n'hésite pas à prendre des otages et à les tuer.
Des automitrailleuses de l'armée nigérienne protègent le convoi. Husseini, Oumarou, Saïba, Jacques. Les aventuriers passent une ultime inspection. Encore. Boss les recommande à son lieutenant, qui prend le relais à Dirkou, une oasis à 400 km de la frontière libyenne. Il faut arrêter ton numéro de Oustaz qui est à Dirkou là. Il faut numéro, il faut bic, passe-moi bic, amène-moi un bic, Ahmed. Il faut arrêter. Oustaz Abdelkader, il faut écrire. C'est lui qui est responsable des boss à Dirkou. Il ne faut pas confier à quelqu'un. Lui, il est comme ça. Il est plus gentil que moi-même. C'est ce que je pense. Wallahi. Allez. Allez, c'est réseau. Ils sont une cinquantaine dans la remorque surchauffée. Le voyage peut durer une semaine. Si le camion tombe en panne, les aventuriers vont finir le voyage à pied. Ces images terribles ont été filmées par un militaire algérien avec son téléphone portable, aux confins du désert, à la frontière libyenne. Une dizaine de cadavres figés dans la fournaise. Leur véhicule est tombé en panne. Il n'existe pas de statistiques, mais des centaines de jeunes Africains meurent ici chaque année, dévorés par la soif et le soleil. La caravane de l'exil part dans un vacarme d'enfer. Premier bivouac, première prière. Premières impressions de voyage. Allons. Oui, c'est ma première fois de voir le désert. J'ai appris ça à l'école, mais j'ai pas vu le désert. Quelle impression ça te fait? Bon, quand même, le désert, c'est beaucoup de sable, beaucoup de montagnes. Mais en tout cas, le vent est chaud. Le vent est très très chaud. On a peur quand même d'avoir un accident sur la route. On a pris beaucoup d'eau, mais c'est pas tellement sûr. Le désert, tout le monde a peur du désert, parce qu'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas d'eau. La tempête souffle dans les crânes. Tous les postes, on paye. Agadez, on a payé 10 000 francs. Après, on a payé la mairie. À la sortie d'Agadez, on a payé encore 5 000 francs à la police. Si on a dit qu'on n'a pas d'argent, on a pris l'école des 1 en train de le remuer, prendre sa carte d'identité. Il est obligé de donner.
Il vous menace? Oui, il est obligé de donner. Sinon, vous ne pouvez pas partir? Tu ne peux pas partir. Parce que tu calcules ça pour manger en route. Et si on te fait la force, tu es obligé de donner. Pour arriver plus vite, les militaires obligent les chauffeurs à rouler toute la nuit. Au petit matin, le convoi s'est éclaté. Les camions se retrouvent dispersés dans un océan de sable. Des groupes se reforment autour des camions en panne. Prochaine étape, l'oasis d'Archegour. Un puits creusé dans le sable brûlant. Archegour est une fournaise. On laisse refroidir les moteurs. Les voyageurs s'installent à l'ombre des camions pour boire le thé et parler politique, comme ce Malien venu à ma rencontre. Il s'appelle Amadou. Nicolas Sarkozy, il a dit que s'il a gagné, il fait le président, tout Africain va sortir. Nous, on attendait ça. Encore, il a commencé à faire ça parce qu'il y a beaucoup de Maliens qui étaient là-bas. Il a amené ça chez nous là-bas. Mais vraiment, c'est pas bon. Parce qu'il y a beaucoup de Français qui étaient au Mali, nous, on ne dit rien. Si les Français ont besoin pour rentrer du Mali, aucun problème. Mais si on a besoin de rentrer de France, beaucoup de problèmes. Encore, il nous a attrapés comme les animaux. La politique d'immigration européenne, et surtout française, est vécue comme une trahison par la majorité des Africains des pays francophones. Un divorce entre nos histoires qu'ils croyaient inséparables. Voilà. Voilà pourquoi nous, les Africains, nous avons le devoir d'en découdre avec le franc CFA. Le franc CFA est une monnaie pour détruire immensement notre Afrique et le peuple noir. La misère que l'homme noir est en train de traverser et traverse toujours et encore, c'est par rapport au calvaire du franc CFA. Le franc CFA est une monnaie d'esclaves et nous devons nous débarrasser du franc CFA. Le jour que nous allons nous débarrasser de cette monnaie qui appauvrit l'Afrique, les migrants, ils ne vont plus chercher à aller dans la terre des Arabes de merde. Parce que l'homme arabe, il ne se considère pas noir, hein? Il se dit que c'est un blanc. Mais ils ont oublié que, de génération en génération de leurs parents, c'était des noirs. Ils ont oublié parce qu'ils se disent que, eux, avec les blancs de la communauté européenne, communauté internationale du sang, ils se disent que ce sont des blancs. Mais si c'était des blancs, pourquoi ils ne sont pas dans la communauté européenne comme les Européens? Cela prouve que les pays arabiques ne sont pas considérés comme des blancs. Mais ils font le sale boulot de tuer les noirs. Et ça doit ouvrir les yeux de l'homme noir. L'homme noir doit arrêter d'ouvrir le tapis de prière et faire Allah Akbar. Allah Akbar. Qui t'a dit que toi tu dois faire Allah Akbar? Est-ce que Allah Akbar c'est ta religion?
Est-ce que nos ancêtres faisaient à la Warba? Non. Non. Est-ce que nos ancêtres faisaient le signe de croix? Hein? Non. L'être humain noir a oublié sa vraie identité. Alors, monsieur le président de l'Égypte, ce que l'homme noir est en train de subir au XXIe siècle, c'est par rapport à la trahison de la France. La France, depuis le temps des temps, ils ont pris le peuple noir toujours pour des esclaves. Oui, la France. Nous allons suivre autre chose. Toujours. On va continuer cela pour voir. C'est très important. La traversée du désert, hein? Parce que dans le désert, les hommes meurent. Dans la mer, les hommes meurent. Mais attendez, quand les gens tombent dans le désert, vous avez vu dans le désert, les camions, on leur a dit par l'armée, vous devez rouler toute la nuit. Donc ça veut dire ceux qui tombent dans le désert, les mêmes militaires là qui sont dans le désert, hein? Ces militaires là, qu'est-ce qu'ils font? Trafic d'organes. Dès que quelqu'un tombe, on vient, on ouvre son corps, on prend ce qu'il faut prendre. Et c'est parti, hein? Trafic d'organes. Les migrants sont des esclaves de trafic d'organes. Mais attendez, mais le nouvel ordre mondial, la mondialisation, l'esclavagisme moderne, mais doit ouvrir les consciences de l'homme noir. L'homme noir doit arrêter de croire qu'il est dans une terre des saintes. Parce que pas mal disent, je suis en France, je suis à l'abri. Je suis en Angleterre, je suis à l'abri. Je suis au Canada, je suis à l'abri. Je suis aux États-Unis, je suis à l'abri. Ah bon? Tu es sûr que tu es à l'abri? Toi, l'homme noir, tu es sûr que tu es à l'abri? Mais si tu étais à l'abri, pourquoi aux États-Unis, chaque jour on tire sur un noir? On tue les noirs là-bas par les policiers. Hein? Alors, si tu étais dans la Terre Sainte, pourquoi la France qui se dit pays de droits de l'homme fait subir les migrants? Pourquoi l'Allemagne, la terre de Hitler, là où Hitler allait jeter les bombes dans d'autres pays européens, hein? Mais cette histoire, on n'apprend plus aux enfants, monsieur le président d'Égypte. C'est caché. On montre que l'Allemagne, oh, l'Allemagne sainte, l'Allemagne la terre pure, l'Allemagne là où l'air est pur. Or que grandement faux, l'Allemagne est basée sur beaucoup de choses mauvaises. L'esclavagisme moderne. Et ça, il faut en dire, hein, l'esclavagisme moderne. Nous allons voir autre chose. Très important. Le matin du 4e jour, nous arrivons à Dirkou. Une oasis poussiéreuse qui prospère grâce aux migrants. L'atmosphère est tendue dans le ghetto. En arrivant, les aventuriers ont compris que Dirkou peut être un piège mortel. Beaucoup de gens, ils sont là aujourd'hui, ils sont surpris parce que leur argent est fini. La police a pris ce qu'il doit prendre, la douane a pris, la mairie a pris, les boxeurs ont pris. Donc finalement, beaucoup de gens, ils sont là aujourd'hui, ils sont obligés de travailler ici, sinon ils vont rester à jamais. Pour ceux qui restent, le temps s'est arrêté en plein cauchemar. L'aventurier est devenu esclave, échoué dans l'enfer de Dirkou. Là c'est écrit à la traite négrière arabe ou musulman. La traite négrière arabe
arabo-musulman n'a jamais cessé. Oui, c'est vrai. Ce jeune Malien a 21 ans. Les gars, combien il faut d'argent pour aller en Libye? pour quitter en Libye, peut-être 55 000 ou 60 000. Dis-moi, là tu travailles pour gagner l'argent pour partir là? Oui. Et ça fait longtemps que tu travailles ici? Oui, c'est peut-être 2 mois. 2 mois que tu travailles là? Oui. Et ça gagne combien là? Je gagne 35 000. Un jour de travail là, tu touches combien? 1000 francs. 1000 francs par jour? Oui. C'est dur là quand même. C'est chaud? Oui, c'est chaud. Ça fait combien de temps que tu es parti de chez toi? Bon, quand tu trouves l'argent là partir. Et depuis combien de temps tu as quitté le Mali? 2008. 2008? Oui. De retour au ghetto, je rencontre Emmanuel, 25 ans. Cela fait 7 mois qu'il est bloqué ici. Ok, bon, mon nom c'est Emmanuel Milimono. Je suis venu de la Guinée-Conakry. Ma mère c'est Hélène Glavogui, mon père c'est Maurice Milimono. Bon, je suis venu ici pour chercher l'argent. La vie à Doukou, mon frère, c'est la vie de l'enfer. C'est plus que l'enfer même, c'est le feu. Le soleil d'ici, la chaleur, c'est trop dur. Tu vois, tu fais les travaux forcés des travaux durs que tu es en train de faire, que tu manges avec ça. L'argent pour gagner où? Je me débrouille à faire les briques. Je fais le maçonnerie, je casse le banco. Et voilà mes certains matériels que je tape avec ça. Tu vois, puis même, tu vois comment je suis maintenant. Je tape. Quand tu es dans ça, il faut avoir le cœur pour partir. Et encore, on est là encore à chercher l'argent pour partir encore à Libye. Et on va faire encore 3 jours à 4 jours sur la route. Et quand on arrive là-bas, c'est qu'on nous a rencontrés. Mais tout ça, on voit, ce sont les blabla. Mais nous, on a le cœur pour partir jusqu'à Libye. On va partir voir Kadhafi. Emmanuel est coiffeur et aussi rappeur. Il est parti de chez lui depuis 5 ans. 5 longues années d'une course folle vers l'Europe qui l'a porté des rives mauritaniennes au sable du Ténéré. Quand je vois aussi les amis qui partent vers l'Espagne, là, qui sont pas Mauritanie, là, moi-même j'ai vu la mer. C'est trop. Quand tu vois, toi-même tu as peur. Tu ne peux pas monter sur ça. Tu es allé là-bas déjà? Bon, je suis parti par la Mauritanie, voir d'abord là-bas. J'ai eu peur, je me suis retourné vers ici. Je dis, je vais partir à Libye. Eh maman, quand je vois aujourd'hui moi qui suis Emma Koul, je suis né, je ne suis pas né pour souffrir, je suis né pour faire le travail et pour gagner dans la paix. Mais je ne suis pas né pour vivre dans l'enfer. Je suis quitté au Niamey, je suis quitté en Guinée, venu en Mauritanie, venu quitter en Mauritanie, venu à Niamey, venu jusqu'à Gadez. Je suis venu à Gadez, le vécu m'a pris, je crois que je vais partir voir le paradis. Là, je viens maintenant pour voir l'enfer, car le pays de Djoukou n'est pas facile. Quand tu viens ici, c'est la galère. Quand tu viens ici, c'est le malheur. Quand tu viens ici, tu ne peux pas voir la vie. Tu vas voir que seulement le feu. C'est avec ce vieux pick-up Toyota que les aventuriers vont passer en Libye. Fousseini arrose les bidons pour garder l'eau au frais. À quelle heure vous partez? Bon, je ne sais pas si c'est à quelle heure qu'on va partir. Peut-être ce soir vers le 18h, ou soit à 19h. Oui. Vous allez vous serrer les coudes? Oui, parce qu'il paraît que nous sommes 30. 30 là sur le pick-up? 30 sur le pick-up. Si quelqu'un tombe sur la route, le chauffeur ne s'arrêtera pas. C'est la règle. Le dernier tronçon de désert vers Gatroun en Libye est le plus dangereux. Au ghetto, les hommes sont inquiets.
il n'y a pas assez de place pour tout le monde sur le véhicule. On avait 5 personnes. Maintenant, une personne doit rester ici et puis voyager après nous. Donc cette personne, pour les choisir, on a fait un tirage. Donc le tirage est tombé sur un frère guinéen. Donc il dit que lui, il n'est pas d'accord. C'est ce problème qui est là maintenant. Ousmane essaie d'imposer un compatriote malien au détriment d'un Guinéen. La solidarité des aventuriers vient de voler en éclats. Trop de pression, la peur de rester est la plus forte. Ali, le bras droit de Mohamed Boss, va trancher. C'est la loi du ghetto. kamar mutane wanda na zo da su nan su ne kamata a doka mu yi wannan tahiya tare da su wanda yake nan muka isko shi koko ya sake wata geto mun zo tare da su akwai wadanda mun zo nan da su ka gane sun rabu sun tai wata geto aha to kenan kaga wadannan mu ba mu aiki da su wanda suka zo nan su ne za mu aiki da su mu Ali veut le séparer de nous. Ça c'est impossible. C'est impossible de faire ça. Si lui reste là, tous les Maliens vont rester. Lui. M'gonna ma fanon. Ali ni kumala ha ani wawa te meno. Kana mo sil neni. Et puis tu as qui? Tu as quoi? Depuis hier on parle. Ouais, si il y a carré que Non, ça, j'ai pas d'accord. J'ai pas d'accord. Attends. J'ai pas d'accord. Après la querelle, les aventuriers sont déplacés dans un autre ghetto. Je retrouve Emmanuel par hasard, au détour d'une rue. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ce soir on va bouger, on va partir aujourd'hui à 4 ans. Donc la voiture est prête. J'ai déjà fini d'attacher ma bidon. Dans la voiture, tu sais que si tu ne gagnes pas, tu vas gagner l'esprit. Si tu ne gagnes pas l'argent, tu vas gagner l'intelligence. Tu vas avoir le foie, tu vas avoir le cœur. En même temps, tu vas avoir beaucoup de pensées aussi. Beaucoup de circonstances que j'ai beaucoup vécues ici. Parce qu'à l'aventure, j'ai beaucoup souffert. Ça fait 5 ans que je suis à l'aventure. Ma mère ne sait pas où je suis. Heureusement, ma mère est décédée. Donc ça touche à mon cœur. Mon rêve est que si je rentre à Libye, si je gagne l'argent, je vais faire beaucoup de produits. En même temps, je vais construire un salon. Donc pour veiller sur mes petits frères. Donc c'est ça mon rêve actuellement. Il faut que je parte à Libye. À la nuit tombée, les aventuriers partent un par un. Voilà Foussaini, Emmanuel. Les frères, ne vous écoutez pas, on va à la barrière tout de suite. La barrière? Ouais, moi je vais finir à la barrière. L'embarquement va se faire à la sortie de Dirkou, devant le poste militaire, là où il est interdit de filmer. Nous distinguons leurs silhouettes dans la lumière des phares. Quelques jours plus tard, Ousmane nous appelle depuis la Libye. On a fait à peu près 5 jours sur la route. Il n'y a pas eu de mort quand même. Lorsqu'on est arrivé, ils ont amené directement des Toukop devant les prisons. On est là maintenant, ça fait à peu près au moins 4 jours. Chaque nuit, s'ils viennent, ils nous tapent. Ils ont regardé nos sacs, ils ont pris tous nos habits, tous nos objets. Donc maintenant, nous sommes entre la vie et la mort. Les aventuriers sont tombés tout droit dans le piège tendu par Kadhafi. Ce dernier message sonne comme un adieu. هذول الناس عايشين في الغابة واللي عايشين في الصحراء بقيتوا في زحف عن إيطاليا لما رديتوه في البحر قالوا لكم ليش تردوه؟ خلاص كويس. إذا بتحترموا حقوق الإنسان ما حاش تصدوا للهجرة خلوها تجي. ليش؟ قالوا والله يا جماعة حقوق الإنسان قالوا هذا العمل ضد حقوق الإنسان إذا رديتوا الهجرة. ما خلوا فريق يجي لأوروبا. أهلا وسهلا. طلبنا أن تزود أن الاتحاد الأوروبي يزود ليبيا بمليار يورو سنويا ونريد أن نعمل طرق معبدة بين ليبيا وأفريقيا لكي تكون كل الناس عبر هذه الطريق
وهذه الطريق فيها بوابات وفيها تحقق. ليبيا لن تنفقها على نفسها ولكن تنفقها ضد الهجرة، وممكن الاتحاد الأوروبي يشرف على كيف نحن نتصرف في هذا المليار. En juin 2009, c'est toujours la grande amitié entre Berlusconi et Kadhafi. Mais l'histoire bascule au printemps 2011. ارجع شوي بس عدلها بس. Les Libyens se révoltent contre le tyran. C'est la guerre civile. Le pays est coupé en deux à Ras Lanouf, un terminal pétrolier à 600 km de Tripoli. Les combattants sont des civils inexpérimentés qui n'ont aucune chance face aux troupes de... Donc, Monsieur le Président d'Égypte, l'assassinat de Kadhafi n'était pas juste l'assassinat pour le pétrole et le gaz. Grandement faux. L'assassinat de Kadhafi, c'était pour avoir la mainmise sur les migrants, pour avoir ce qu'on appelle les trafics d'organes. C'est ça. Je vais lire un peu ce que la sœur a écrit ici, parce que c'est la vérité ce qu'elle dit. Même pas un minimum qu'ils ont. Ça me rappelle les années 60 aux Antilles. Oui, et c'est vrai, car l'histoire se répète. L'histoire, elle se répète. Les gens, chaque année, les gens crient « Bonne année ». Bonne année. Bonne fête de Noël, bonne année. Mais est-ce que bonne année change les choses? Est-ce que Noël change les choses? Non. Noël, bonne année ne change rien. Parce que nous avons les dictateurs. Les dictateurs en Afrique sont le malheur du peuple noir. C'est à cause des dictateurs si les migrants fuient l'Afrique. Oui, Monsieur le Président d'Égypte, vous le saviez bien. Vous savez bien tout ce qui se passe. Ce n'est que de la mascarade. C'est un cinéma. Hein, de vos compagnons, vos amis de la communauté internationale de la mort. Car cette communauté internationale de la mort veut immensement sacrifier des vies. Mais est-ce que c'est normal? Hein? C'est pas normal. Il faut qu'on respecte l'être humain. Donc, l'assassinat de Kadhafi n'était pas un assassinat juste pour avoir le pétrole et le gaz. Non! Nous allons suivre. On va continuer. On va suivre autre chose là. Ça, c'est votre pays, hein? L'Égypte. L'Égypte est blanc. Blanc. Hein, Monsieur le Président? L'Égypte est blanc. Parce que vu les gens sont ils sont clairs de peau, ils disent que ce sont des blancs. Des blancs comme les Européens. Mais en réalité, un Égyptien, tout ce qui est arabe, devant l'homme blanc, hein? L'homme blanc ne considère pas l'homme arabe pour un blanc. Si l'arabe se prend pour un blanc, mais il s'est trompé, hein? Il s'est trompé. Hein? Tout ce que l'Africain est en train de subir en Afrique. Mais c'est à cause de qui? Mais le cinéma de la communauté internationale, la communauté internationale du son, c'est eux qui organisent tout le cinéma des meurtres. C'est eux qui organisent tout le cinéma de la pauvreté dans le monde. La communauté internationale. L'Afrique, on dit toujours l'Afrique, le berceau de l'humanité. Mais si l'Afrique était le berceau de l'humanité, comment ça se fait que l'Afrique, tout ce qu'elle détient comme des minéraux, il n'y a aucun développement? Aucun. Vous verrez les gens qui sont devenus avocats, des Africains, avocats, architectes, hein? Docteurs,
En Afrique, il y a de tout. Un docteur de droit, il y a tout. Mais est-ce qu'ils ont déjà développé l'Afrique? Hein? Voyez? Voyez, monsieur le président d'Égypte, la situation va mal parce que nous sommes dirigés par des vautours, des reptiliens, des avatars, des gens qui n'ont aucune pitié de l'être humain. Mais il faut quand même avoir la considération de l'être humain. L'esclavagisme, ça vous dit rien? Monsieur le président d'Égypte, vous étiez un général à l'armée à l'époque. Vous connaissez l'esclavagisme, vous connaissez. Mais l'esclavagisme, ça vous dit rien? La maltraitance de l'homme noir d'hier et jusqu'aujourd'hui au XXIe siècle. Mais elle continue. Le massacre des Noirs en Afrique pour les pillages de l'uranium, le pillage de cobalt, du coltan, de tous les minéraux qu'il faut. Ça vous dit rien, monsieur le président d'Égypte? Hein? Vous qui vous prenez pour un homme blanc, mais allez dans les pyramides où il y a les pharaons, allez là-bas, vous allez voir que l'Égypte était noire. Pharaons, c'était des noirs, c'était pas des blancs. Mais vous n'êtes pas blancs, vous les Égyptiens. Vous êtes des noirs. Mais vous tuez les Africains. Les Africains qui viennent chez vous, vous les tuez. Vous tuez pour prélever les organes. Au lieu que l'Africain vivant en Europe, aux États-Unis, au lieu qu'il est là en train de regarder les femmes dans les réseaux sociaux, les théâtres, c'est mieux que l'Africain regarde ce qu'on fait à son semblable. Parce qu'on tue son semblable. On le tue chaque jour. Hein? C'est quand même déplorable. Hein? Mais ça fait mal. Un pays comme l'Égypte, qui se met à battre des migrants, en pleine tête, on tue des Noirs. Dans la mer, on les tire des balles. Pourquoi? Pour prélever les organes. Les organes pour vendre à des blancs. Car ça coûte cher, hein, les organes. Hein? On a vu tout à l'heure. Demander à des médecins combien ça coûte. Le médecin est en train de dire 53 000. Hein? Ou il y en a même qui vont même à 60 ou même plus. Hein? Ça coûte cher. Hein? Les organes. Mais les organes là, on les prélève sur qui? Les Africains. Les guerres qui se passent au Congo RDC. Les guerres qui se passent au Congo Brazzaville. Mais ce sont des guerres pour des trafics d'organes. Trafic d'organes. Pourquoi les dictateurs comme Sassou, quand il était venu à Paris, pourquoi Sassou avait le grand sourire à l'Élysée? Hein, monsieur le président d'Égypte? Sassou avait le sourire parce que Sassou connaît tout ce qui se passe. 8%, il sait que la communauté internationale a mis tout un cinéma pour tuer les Noirs. Et les Noirs, on ne les tue pas que dans la mer, hein? On ne les tue pas que dans le désert, hein? On les tue jusqu'en Afrique, dans leur propre terre. Car l'homme noir, dans sa propre terre, il n'est pas vu comme un être humain, mais il est vu comme une marchandise. Kabila, en RDC, il prend le peuple congolais pour sa marchandise. Toute l'opposition du ventre au Congo RDC prennent les populations pour leurs marchandises. Parce qu'en RDC, il y a trafic d'organes. Hein? Les avions que vous voyez diète, les avions qui atterrissent pour venir chercher le cobalt, le coltan, le tantal. Mais ces avions-là ne viennent pas juste prendre le coltan, le tantal. Il y a des glacières. Les glacières, mais dedans, il y a quoi? Il y a des glaces pour mettre les organes. Et dès qu'on remplit les marchandises, l'avion décolle. Direction les États-Unis, direction la Chine, direction l'Europe. Parce que, attendez, il y a pas mal de trafic d'organes en Chine. Mais en Chine, on a posé la question à des médecins. Mais comment vous trouvez les organes où? Les médecins ont dit,
on ne peut pas vous dire. Mais ils ne peuvent pas dire parce qu'au fait, ils prennent les organes en Afrique. Parce qu'en Afrique, il y a pas mal de Chinois. Les Chinois sont partout. Ils sont là où il y a beaucoup de minerais. Ils sont là-bas. Et les Chinois, dès qu'on tire sur quelqu'un, eux, ils ouvrent, ils prennent le cœur, ils prennent les reins, ils prennent tout ce qui est important. Oui. Et la communauté internationale du sang, quand ils m'écoutent, moi, le tien, tous les dirigeants qui dirigent le monde, qui tuent l'être humain, monsieur le président d'Égypte, quand cette communauté internationale m'écoute, ils disent, ce monsieur-là, il en a beaucoup dans la tête. Oui, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. C'est pas pour rien. Des asticots, des cafards m'attaquent. C'est pas pour rien qu'on m'attaque. On m'attaque parce que les gens savent que j'ai beaucoup dans la tête. Et ceux qui m'attaquent, la plupart, c'est ceux qui vivent où? Ils vivent en Allemagne, l'Allemagne qui a fait le partage de l'Afrique. Ils ont partagé l'Afrique. Et dans cette tête-là, il y a beaucoup. Je connais beaucoup de choses. Je sais ce qui se passe. Mais les directs, quand je fais le direct, monsieur le président égyptien, je fais des directs pour réveiller les consciences des gens. Parce que les gens, quand ils entendent parler de migrants, ils se disent, oh, ce sont des Noirs, ils voyagent parce qu'ils ont envie d'arriver en Europe. Ils ont faim. Mais non, il n'y a pas que ça. La main-d'œuvre la moins chère. Parce que nous allons arriver à une époque où qu'en Europe, on n'aura plus besoin des travailleurs européens. Ils auront besoin maintenant des travailleurs migrants. Ils vont les payer à lance-pierre. Ça va être 1 euro, 2 € d'heure. Or que l'Européen, il faut le payer par rapport à ce qu'il a appris à l'école, par rapport à ce qu'il fournit comme travail. Et il faut le payer. Et il faut le payer un salaire parce que le coût de vie. Or que pour les migrants, ils s'en foutent. Ils disent qu'il n'y a pas de coût de vie. On peut les payer à la lance-pierre. Et c'est ce qui va arriver. Regardez, dans le monde, il y a pas mal de chômage en Europe. États-Unis, chômage, partout, ça va mal. Mais c'est voulu. C'est voulu par le nouveau style de la mondialisation. La mondialisation, elle est là pour exterminer chaque être humain. Et cette mondialisation ne touche pas que l'Europe. Elle touche toute l'Afrique. L'Afrique centrale, elle est dans la première liste. L'Afrique. Nous allons suivre ça. Trafic d'organes, c'est important. Amir vient au centre pour le rein du Caire depuis plusieurs années. Il a déjà été transplanté une fois, mais son corps a fait un rejet et il attend une nouvelle opération. Pour ces 2 reins, il a dû verser une somme d'argent au donneur. Il est possible que quelqu'un te dise un prix comme disons 20 000 livres. La somme dépend du donneur, s'il a besoin d'argent ou pas. Une transaction tolérée en Égypte et à chaque fois, Amir a utilisé une méthode simple. Je dépose une annonce dans le journal et un donneur se présente. Nous faisons des analyses. Ensuite, nous allons voir ensemble le médecin. Le député Ahmad Abou Heggi a dû voyager en Chine pour être greffé d'un foie. Pour lui, cette situation naît du fait que la législation égyptienne ne mentionne pas encore le don d'organes en cas de mort clinique. Un état où le cerveau du patient est inerte, mais le reste de ses organes est encore en vie. Il défend un projet de loi examiné actuellement. Les pays du Golfe, c'est l'Égypte qui les a aidés à se développer, qui les a parrainés. Comment se fait-il qu'ils soient aussi en avance par rapport à nous et que nous restions en retrait? Nous ne sommes toujours pas capables de déterminer si une personne est en état de mort cérébrale. Un état propice au trafic qui sera encadré par la nouvelle loi. Comment se passaient les trafics?
Il pouvait arriver que l'on déclare à tort la mort cérébrale d'un patient encore en vie et qu'on le plonge dans le coma afin de lui voler ses organes. Mais maintenant, ça n'arrivera plus. Il y aura une commission médicale d'experts chargée d'éviter ces faux diagnostics. Mais pour certains députés comme le docteur Allem, ce sont les mentalités qui doivent être changées. Il subsistera toujours un problème. De quel patient en état de mort cérébrale pourrais-je prélever les organes? Selon les termes de la loi, le patient doit signer avant sa mort une autorisation et avoir une carte